Si je vous demandais, Christian Bobin, pour commencer, de nous dire vraiment ce que vous faites, je vous pose la question parce que vous ne cessez d'écrire très joliment que vous n'aimez pas beaucoup les étiquettes. Peintre, vous n'aimez pas pour Soulages, mais pour vous, poète, philosophe, écrivain, finalement, tout ce qui définit, tout ce qui fige, vous vous en méfiez. Que faites-vous? J'essaye de respirer. J'essaye d'être vivant. J'essaye. C'est-à-dire que parfois je rate, j'échoue. J'essaye d'élargir le sentiment de la vie qui est en moi, comme je pense il est en chacun. Et puis j'essaye de revenir à des choses nobles que parfois l'on abîme. Si vous me permettez, François, à propos de l'émerveillement. Oui. Parce que c'est vrai que je suis l'oiseau qu'on met dans la cage de l'émerveillement. Ah. Mais permettez-moi d'ouvrir avec mon bec la porte et de m'envoler. C'est une cage, l'émerveillement? Oui, c'est une cage, parce que toute définition est une cage. Toute définition. Et l'émerveillement, si vous voulez, c'est une des choses les plus... C'est une des fleurs de cette vie. Je suis d'accord avec ça. Et la joie, ou à un degré moindre, le bonheur. Mais je pense que ces choses-là, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une méthode, d'une technique. Je crois que vous en serez d'accord. Et elles ne peuvent pas même être recherchées. Elles ne peuvent pas être recherchées. Si elles viennent... Vraiment? Oui. On peut... Alors, pas de théorie de la joie ou de l'émerveillement, d'accord, mais vous ne pensez pas qu'on peut la chercher, qu'on peut y consacrer sa vie, son énergie, son envie? On peut espérer que dans notre cage thoracique, il y ait une porte qui s'ouvre un jour. Mais ça ne dépend pas complètement de nous. Et notre premier travail n'est pas tant ça que d'user d'un langage le plus simple possible, le plus fort, et de parler tout droit. Donc retirer les adjectifs, par exemple. Émerveillement, est-ce que... Admiration aussi est un mot qui vous gêne? Je vais vous le dire autrement. L'émerveillement, ça a un coût. Et si on parle de l'émerveillement, il faut parler de coût. À ce moment-là, on sera d'accord. C'est-à-dire que toute chose a un revers. C'est banal, mon propos. Là. Mon propos, là, il est banal. Mais toute chose a un revers. Et la splendeur de cette vie a une face de dureté. Et si vous voulez l'une, vous devez prendre l'autre. Vous devez prendre le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez prendre le tout, tout simplement. Il n'y a pas d'émerveillement. Ce n'est pas comme les anges du sapin. Ce n'est pas comme les anges. Vous voyez? Vous allez chercher dans la noirceur ou les blessures ou les gifles que la vie nous adresse? Je ne vais pas chercher. Je ne vais pas chercher. Oui, vous n'allez pas chercher. Je ne vais pas chercher. Mais si vous n'allez pas chercher, ça veut dire que ça peut ne jamais venir. C'est comme le rire, c'est comme l'amour, c'est comme la peur aussi. Ça vient au moment où vous ne l'attendez pas, ça vient toujours par surprise. La vie est la maîtresse. La vie est la maîtresse. Elle a son rythme, elle a ses heures. Et j'essaye juste d'être au rendez-vous, c'est tout. J'essaye juste d'être au rendez-vous. On va arriver à expliquer tout ça. Pas expliquer, c'est pas non plus un mot. Ouais, vous n'aimez pas expliquer. Mais, non, j'aime pas expliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'explique pas? Est-ce que l'on pourrait, par exemple, essayer de deviner ce qui nous arrive quand on est pleinement dans l'instant, dans une lecture, en écoutant un morceau de musique qui nous émeut, ou face à une toile? Quand j'écoute, par exemple, une sonate de Bach jouée par Glenn Gould, et notamment un morceau ralenti, extrêmement ralenti, tout d'un coup, j'ai la surprise il y a un accident de silence qui se passe. Parce que cet homme sorcier, obsessionnel, a presque détourné Bach du chemin du baroque. Il l'a emmené chez lui. Et chez lui, c'est l'invention du silence, presque à chaque seconde. Le silence, c'est ce que je cherche aussi dans la lecture, c'est ce que je cherche dans l'écriture. Ce que je cherche, c'est la présence, si vous voulez. Le jaillissement d'une présence. Et ça va toujours avec une ouverture du langage.
quand le langage n'est plus usuel, quand il est plus convenu, quand tout d'un coup il y a votre visage en face et le mien est le mien, et quand quelque chose peut se passer que nous ignorons tous deux, il peut se passer quelque chose dans la seconde suivante, une parole. Je cherche, qu'on ne m'en veuille pas de commencer cette émission en tâtonnant, mais parce que, et peut-être on m'excusera si je précise que j'écris ainsi, j'écris un peu avec une main d'aveugle, j'écris en lançant ma main dans le noir du langage pour trouver les mots qui vont éclairer, pour trouver les mots qui vont me soutenir, me faire continuer et m'aider à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je cherche en ce moment. Vous cherchez. Je tâtonne. Il y a une phrase extraordinaire dans un des textes inédits que vous avez offert à ce très beau volume des Cahiers de Léa, page 274, justement sur l'écriture. Vous dites ceci, vous écrivez ceci, l'écriture vous aborde. Je ne cherche rien en écrivant. Je ne veux pas non plus que le monde me dicte sa fausse poésie. C'est ça. Vous savez, j'aime beaucoup le poète Ryokan, et entre autres cette phrase où il dit qu'il n'aime pas la poésie des poètes, il n'aime pas la calligraphie des calligraphes, il n'aime pas la cuisine des cuisiniers. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il n'aime pas les spécialistes de ceci ou de cela. Il n'aime pas que l'on ait piétiné un domaine de la vie et qu'on s'y soit installé comme quelqu'un qui sait une fois pour toutes. Le poétique, la poésie, c'est un drôle de mot parce que c'est un mot... Il passe tout le temps dans votre émission, tout le temps. Il est chassé à coups de balai de partout du monde entier, et il passe tout le temps dans votre émission. Mais parce qu'on essaie de faire ce que vous nous apprenez, ce que vous nous offrez, c'est-à-dire justement chercher un moment sincère, vrai. C'est ça. On peut le définir comme ça. Est-ce que c'est ça, vivre poétiquement? Vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une tenue de langue et d'âme qui réenflamme la vie, qui redonne le courage et envie de vivre, et qui nous remette à hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Vous voyez, je ne parle pas d'émerveillement, mais je parle de splendeur. Mais le poétique, c'est même autre chose encore que l'écriture. C'est avant l'écriture. C'est une manière d'être, c'est une manière d'aller dans la vie, de taper avec le cœur sur le cœur de l'autre, et d'ignorer tous les obstacles, d'aller tout droit. C'est-à-dire d'avoir un langage qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, qu'on a donné les clés du langage à des savants, à des prétendus savants, à des spécialistes de ceci ou de cela, à des économistes tristes et à des sociologues un peu énervés. C'est d'aller du cœur au cœur, d'aller du cœur au cœur. Je vais vous dire, cet après-midi, j'ai suivi un enterrement. Pour la deuxième fois, le même enterrement de la même personne. C'était dans un livre. C'est un livre... ça, j'adore, quand vous nous dites ça. C'est un livre sur une poétesse russe, Anna Akhmatova. Ouais. Ce livre a été fait par la compagne d'Ossip Mandelstam, qui est un très grand poète russe. Et elle a regardé cette poétesse que tous les Russes connaissent. Tous les Russes connaissent par cœur les poèmes d'Akhmatova. Et elle raconte l'enterrement de cette femme en 1966. Et vous pouvez mettre en terre un poète, vous pouvez mettre en terre un vivant, mais vous ne pouvez pas mettre en terre ses paroles. Vous ne pouvez pas mettre en terre un cœur. Et chacun le sait, chacun qui a eu un père, une mère ou un compagnon, une compagne ou une amante, peu importe, disparu, sait qu'il y a des choses qui ne sont pas des choses et qu'on ne peut pas mettre en terre. Le poétique s'occupe de ces choses-là. Les aère, leur redonne une circulation très puissante. Le jour de l'enterrement de Anna Akhmatova, une photo en témoigne dans ce livre, il est paru au Bruit du Temps. Le poète Brodsky, Joseph Brodsky, qui a eu le prix Nobel, est devant le cercueil ouvert de la poétesse qu'il adorait. Il y a tout un groupe de jeunes poètes autour de cette poétesse ancienne et maintenant défunte. Et il dit ceci, à peu près. Il dit, tu as parlé pour ceux qui ne parlent pas. Tu as parlé pour les choses qui sont sans langage. Et tu as parlé
de la vie à partir de ton cœur et tu as mis ton cœur au centre de l'histoire. Et c'est toi qu'on entendait, c'est grâce à toi qu'on a entendu ces choses que les gens raisonnables ne nous permettaient plus d'entendre. C'est ça la poésie. C'est une puissance qui traverse et la mort et l'indifférence et les royaumes de la puissance. C'est ça.